Retour sur le plateau Equinoxoir, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Maître Fidèle Djoubissi, Maître Achille Ledio Arnaud, qui nous vient de Yaoundé. Voilà, ça va? Tout se passe bien à Douala? Je dirais que tout se passe très bien. Ah donc ouais, voilà, je me sens un peu chez moi. On vous a demandé de boire un deuxième coup. Hein. J'ai tellement bu, et c'est de la bonne eau, il faut déjà le dire aussi. La bonne eau, hein. Il faut déjà le dire aussi. Donc je me sens vraiment chez moi et j'espère que ça sera désormais une habitude. Voilà. Yves Abama, vous avez suivi, tu veux dire de près, on se comprend, ce qui s'est passé à Deido? Oui, j'ai suivi cette actualité-là. D'abord, d'ailleurs, j'en ai été informé par un de vos confrères, un certain Jacques Bayoloc, qui m'a raconté dans les détails, parce qu'il a mené une enquête dans ce commissariat, il m'a raconté dans les détails l'histoire, et il ressort clairement que c'est une espèce de trafic d'influence. C'est-à-dire que apparemment, une dame qui aurait travaillé là, qui allait à la retraite, elle n'est plus de ce service, elle a des problèmes au travailler quartier. Là, c'est où? Au commissariat où les faits se sont passés, où le 9e. Voilà, au 9e. Donc, elle a pris sa retraite, elle aurait eu des problèmes au quartier, et elle est revenue chercher ses anciens collègues en renfort qui seraient venus prendre le défunt, qui l'ont brutalisé comme les journalistes et autres disent. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Au moment où on déplore les bavures militaires et policiers, parfois quand ça arrive sur le théâtre de la tension, on se dit ok, ils sont dans une psychologie négative, il peut arriver qu'ils commettent une bavure, mais quand ça arrive en plein Douala, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. On se demande si un certain nombre de choses n'assagissent pas certains membres des FMO. Vraiment, comme l'autorité est descendue sur le terrain avec le gratin, la hiérarchie militaire, il est de bon ton que des mesures sérieuses soient prises. Vraiment qu'on ne reste pas dans le cadre habituel des enquêtes qui s'ouvrent et qui ne portent pas des fruits et qu'on ne communique même pas à la population. Il faut qu'on fasse la lumière sur cette affaire parce qu'un monsieur de 36 ans, et on vous dit, un monsieur tellement utile à la société, on vous dit qu'il avait 3 femmes. Je n'ai même pas envie d'imaginer le nombre d'enfants. 3 femmes, il est utile à la société. Bien sûr, il est utile. Ça fait beaucoup d'enfants à élever. Ça fait pour certains pouvoir de main d'œuvre même pour le travail au Cameroun. Bref, et je le dis, je suis très sérieux parce que du point de vue africain, c'est un monsieur vraiment utile à la société qui est parti ce jour. Donc, des enquêtes soient menées et que les coupables soient sévèrement sanctionnés. Il faut que les gens comprennent qu'au moment où nous parlons, la brutalité ne peut plus s'exercer sur un certain nombre il ne doit plus s'exercer sur des personnes qui viennent dans un commissariat. Il y a une procédure. Est-ce qu'en allant le chercher, on avait une plainte? Est-ce qu'on avait un mandat, pardon? Est-ce qu'il y a un tas de questions qu'on peut se poser et qui font que, vivement, vraiment, l'orthodoxie doit revenir dans la façon de gérer un certain nombre de cas. On ne peut pas encourager ce genre de choses-là. Arnaud Yada, cette situation, quel commentaire ça vous inspire un jour lorsque vous avez suivi ce reportage? Oui, il faut justement s'incliner sur la mémoire de cet autre Camerounais qui malheureusement perd la vie dans certaines conditions. Mais tout de suite, il faut reconnaître que les policiers, les gendarmes, les militaires, les forces de maintien de l'ordre abattent un travail qu'il faut déjà saluer et reconnaître. Ce sont ceux-là qui se lèvent tôt et qui dorment tard. C'est ceux-là qui, parfois, nous dirigent très bien la circulation pour qu'on arrive, par exemple, à l'émission à l'heure. Mais comme dans tout corps de métier, il y a ce qu'on appelle des brebis galeuses. Et ici déjà, il faut commencer à re-questionner le mode de recrutement, par exemple, à la police. Il me semble que beaucoup plus, il y a ce qu'on appelait à l'époque enquête de moralité. Ne me dites pas que ça n'existe plus aujourd'hui, mais vous allez vous rendre compte qu'à cette étape, il y a encore trop de niches de corruption où l'enquête de moralité devient, par exemple, l'enquête de démoralité. Et automatiquement, vous allez voir quelqu'un qui a la tenue et qui se croit être super camerounais, qui se croit tout de suite au-dessus des autres. Il y a d'abord déjà ce comportement, je l'ai dit, il y a des brebis galeuses partout. Je ne vais pas ici entrer dans les méandres de ce qui s'est véritablement passé, mais il faut reconnaître que certains citoyens camerounais aussi doivent essayer de revoir leur manière de se comporter. Vous allez arriver en route, vous allez trouver un policier qui s'est présenté poliment, qui vous demande tout simplement de montrer votre pièce d'identité. Un Camerounais va faire tout pour lui dire on n'est pas à Bamenda ici. Après moult tractations, il vous perd pratiquement 30 minutes. Il finit tout au moins à sortir sa carte nationale d'identité. Donc il a la carte, mais volontairement il refuse. Alors si vous êtes un policier qui a une absence de maîtrise, ça peut conduire à ce genre d'égarement. Il me semble, pour sortir sur la question, qu'actuellement, le climat camerounais
n'est pas favorable. Les Camerounais n'ont plus l'esprit de tolérance et de pardon comme à l'époque, parce que tout le monde a les nerfs à fleur de peau. On va très tôt à la recherche du pain quotidien, parce qu'à la base, il y a un déséquilibre véritable au niveau du partage de nos richesses, où beaucoup se taillent la part belle et d'autres sont aux abois. Tout de suite, vous allez trouver chacun dans la rue qui essaie de se battre. Et le soleil de Douala, comme tout ailleurs, partout ailleurs, n'est pas encore favorable à ce genre de climat. Ça peut donc amener ce genre de tension. Il faudrait non seulement de la part des citoyens d'avoir une certaine maîtrise, savoir qu'en face au policier est d'abord là pour nous protéger, mais beaucoup plus et doublement pour le policier de comprendre que lorsqu'il est là, il représente tout un État et qu'il est d'abord là pour protéger ces populations. Il faudrait qu'on revienne à l'époque où là, lorsqu'on a rencontré un gendarme, qu'on sache vraiment que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Mais aujourd'hui, il faudrait plus que chaque fois qu'on a rencontré un gendarme, on a plutôt qu'on a en face de soi un bourreau. Je pense que si on passe sur cet état de choses, on peut éviter ce genre d'égarement. Vous avez dit on n'est pas à Bamenda ici, ça veut dire quoi? Justement, c'est le comportement qu'on observe ici, compte tenu de ce qui se passe du côté du Nozo. Il y a pratiquement 5 ans et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup estiment que lorsqu'on est à Bamenda, ça va dans tous les sens. Pourtant, on est quand même fiers de savoir qu'aujourd'hui, on peut causer avec un Camerounais qui vous dit « je suis allé à Bamenda hier, je reviens aujourd'hui ». Mais ce qu'on a mis dans l'imagerie populaire aujourd'hui au Cameroun, avec le contexte délétère des guerres et des guerres qui existent là-bas depuis, on a l'impression que c'est devenu un véritable enfer. Et justement, on a assisté, je l'ai dit et je reviens dessus, à des situations où on demande simplement et purement à un Camerounais de se présenter. Il a ses pièces d'identité sur lui, mais il répond carrément aux policiers en face, ne nous dérange pas, nous ne sommes pas Bamenda ici. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qui peut justement amener ce genre de comportement dans la zone. Maître Fidèle Djoubissi, cette situation aujourd'hui, on a vu la police sortir des véhicules qu'on voit très souvent. Vous connaissez ces véhicules? C'est ce qu'il m'a dit. Hein, maître? Les véhicules, ils sont sortis. Hein? Ouais. Mamiwata Abraham, c'est comme ça qu'on appelle là. Ouais. C'était véritablement très chaud aujourd'hui du côté de... Non, il faut comprendre la colère. Il faut comprendre... Il faut commissariat du 3e arrondissement. Oui, il faut comprendre la colère des populations de ce côté-là. Parce que ça, c'est le énième acte de torture que la police inflige aux Camerounais. Et il nous souvient que récemment, le ministre de l'administration territoriale et le délégué général de la sécurité avaient appelé les populations à respecter les éléments de force de maintien de l'ordre. Je pense que le délégué général de la sécurité et peut-être aussi dans une moindre mesure le ministre de l'administration territoriale, puisque les deux avaient conjointement fait et organisé cette opération de sensibilisation des populations et de mise en garde, parce qu'il avait mis en garde les populations par rapport aux attaques des éléments de force de maintien de l'ordre. Il gagnerait aussi à sensibiliser les éléments de force de l'ordre sur le respect des droits de l'homme. Mais vous connaissez le délégué général, Bagangele, lui n'hésite pas. Hein. Donc, dans quelques heures, je crois que dans quelques heures, il va encore frapper. Hein, effectivement. Il faut vraiment qu'il utilise la main lourde hein, pour frapper, parce que c'est dommage que la mort d'un citoyen provienne d'un corps qui est censé le protéger. Oui. Et là, il devrait être doublement sanctionné. Et ça, c'est la torture qui aboutit à mort d'homme. Et si on fait l'application stricte du code pénal, c'est la peine capitale. Parce que s'il y a eu torture, ça veut dire que le policier l'a fait de façon consciente et qu'il avait d'autres moyens pour qu'il ne puisse pas arriver à ce genre de forfaiture. Et que normalement, dans une unité de police, quand on fait l'enquête, on doit respecter la dignité humaine. Ça s'impose. Et je pense que les agents de police qui ont suivi leur formation de façon normale sont imprégnés des dispositions de droits de l'homme et ne devraient pas commettre de tels actes. Je pense donc un tel acte ne doit même pas bénéficier des circonstances atténuantes pour l'auteur et il doit recevoir la peine la plus lourde qui, à mon avis, parce que s'il y a mort d'homme suivi de torture,
torture qui a donné lieu à mort d'homme. Donc ça doit être la peine capitale. Je pense qu'il faut absolument que ce policier-là soit mis aux arrêts et traduit devant la juridiction compétente. C'est même pas ceux qui soient seuls, hein, maître. L'enquête, il faut que l'enquête puisse dévoiler et tous ceux qui sont impliqués dans cet acte odieux-là et qui soient poursuivis et sanctionnés de la plus belle manière et donner l'exemple pour que les autres agents de la police ne puissent se comporter de cette façon-là et qu'ils apprennent à respecter les citoyens qui doivent protéger. Et que une procédure, quelle que soit la gravité des faits qu'on a commis, la procédure obéit à des règles et à des formalités qui prescrivent de respecter la personne humaine, de respecter la dignité humaine et de protéger la vie. Maître Achille Joe, je sais que vous avez beaucoup à dire. Hein? Oui. C'est désolant, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Je me pose la question, pourquoi toujours les bavures policiers doivent finir par les morts d'hommes? Pourquoi? Je me pose la question. Avant de dire quoi que ce soit, permettez que le SDF, par ma modeste personne, adresse d'abord nos condoléances les plus attristées à la famille de ce Bertin, ce Camerounais qui, à cause, n'est-ce pas, de ces personnes imbues, n'est-ce pas, de leur fonction, laisse famille et enfants, passe de vie à trépas. Vraiment, soyez très fort, courageux. Cela étant dit, je voudrais également ici saluer la présence sur les lieux et au moment opportun de tout le gratin militaro-administratif de la ville. Mais également, je voudrais leur faire un coup de gueule à eux tous. Leur fameuse enquête qu'ils disent à voix ouverte, pour moi, est un menu fretin. Est-ce que quelqu'un sur ce plateau peut me dire ce qu'en est aujourd'hui le décédé de la cellule de la brigade de PK14? Est-ce que quelqu'un sur ce plateau peut me dire où en est-on avec les enquêtes de la mort de ce jeune homme à la brigade de Mbopi? Les enquêtes ont été ouvertes, mais tout ce qu'on fait, c'est de protéger les bourreaux, c'est-à-dire on les affecte à un autre poste et on remet la famille, je veux dire on remet le corps à la famille qui ne peut que pleurer toutes les larmes de son corps. Pourquoi ces gens pensent que la tenue leur donne un certain passe-tout, un droit passe-partout? Je suis un homme politique, mais en même temps, ma casquette professionnelle me met en contact permanent avec ces gens. Je puis vous dire quelle arrogance ces gens se comportent. Il ne s'agit pas ici, en réalité, de l'activité policière même. Il s'agit ici d'un abus tel que si je me fie à la déclaration des faits rapportés sur ce plateau par Yves Abama, vous comprenez tout simplement que voilà quelqu'un qui n'est plus de service, ou alors qui n'est plus en service au commissariat du 9e, qui vient solliciter main forte et tout naïf, je vais dire tout bêtement, ils viennent et mort d'homme s'ensuit. Je pense tout simplement que le délégué général de la Sûreté nationale, hormis de cette enquête que je dis irrecevable pour moi, doit démettre de leur fonction tous les responsables du commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement de la ville de Douala. Il faut mettre un intérim là-bas afin que tous les responsables, tous les acteurs, co-auteurs et complices puissent répondre de leurs actes. C'en est de trop. On est quand même dans une république qui prescrit un certain nombre de droits. On ne comprend pas comment, pour une affaire aussi banale, on arrive à ce que quelqu'un de vie à trépas comme ça. Non, sincèrement, il faut cesser de salir l'image
du corps de la police camerounaise. Ces brebis galeuses-là doivent être poursuivies. Je me demande où est le ministre de l'administration territoriale jusqu'à cet instant. Où est le ministre de l'administration territoriale qui, quelque part, je vais dire, avait jeté une sorte de fatwa contre les Camerounais? Non, nous pensons tout simplement que... Mais il n'a pas en charge la police. Hein. Ah, et quand il sortait pour soutenir la police, c'était pourquoi? La police en chef, et on nous a dit il a la main lourde. Quand il parlait de serpents affamés... Non, le chef de la police va frapper et vous allez entendre. Dérouler. Une minute, vous allez repartir. Des informations nous font aussi état de ce que le commissaire le principal responsable du commissariat du 9e arrondissement de Douala n'a pas cautionné tout ce qui s'est passé là-bas. Il a demandé que ce monsieur soit libéré. Il n'a pas voulu qu'on le garde là-bas parce qu'il n'y avait pas d'éléments matériels. Matériel. Ça, c'est une information que nous avons reçue. Ça, ce sont des fuites non, ce ne sont pas des fuites. Je vais vous dire, je connais le milieu. Je connais ce milieu parfaitement parce que... Écoutez, on ne va pas jeter l'anathème sur toute la police. Non, moi je parle bien des responsables de cette unité. Oui. Quand vous arrivez dans une unité comme celle-là, il y a d'abord ce qu'on appelle la main courante. Oui. On doit enregistrer votre arrivée là. Et le chef de poste permanent, connaît tout ce qui se passe là. Vous ne pouvez pas arriver tel que l'a rapporté monsieur Je voulais faire une précision, s'il te plaît. Votre confrère qui me le rapporte, je dis bien Jacques Bagnolo, qu'il est connu, il est journaliste, qui me le rapporte, précise effectivement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que le commissaire aurait demandé qu'on ne le garde pas là. Parce qu'il n'y a pas des éléments. Cette information aussi. Il n'y a pas des éléments permettant de le garder. Apparemment, certains auraient pris sur eux Voilà. Je vous dis, dans une unité de gendarmerie ou de commissariat, la seule personne capable de dire ceci n'y a pas sur le chef d'unité. Ceci ne passe pas sur le chef d'unité. Et là-bas, c'est honneur et fidélité, c'est le respect d'abord de la hiérarchie. On ne discute pas. Si il y a bavure dans une unité, la première personne à interpeller, c'est le responsable d'unité. Je le dis et je le maintiens. Parce que même ayant dit ce que vous êtes en train de rapporter, ça c'est après coup. C'est après coup, c'est après qu'il ait reçu tous cette torture-là. C'est justement, et je voudrais parler au conditionnel, ce serait justement parce que lui ayant vu qu'il a été défiguré, ayant peur de ce qui pourrait arriver si il reste dans sa cellule, il demande de le libérer. Qu'il quitte de son unité. Un chef d'unité ne peut pas vous dire que ne gardez pas cette personne et après il revient trouver cette personne en cellule. Je vous dis, c'est impensable que ceux qui sont les hommes en tenue qui nous écoutent puissent demander un droit de réponse là-dessus. Quand le chef d'unité a parlé, il a parlé et on obéit. C'est pourquoi parfois il vous dit, c'est mon unité. C'est mon unité. Je sais de quoi je dis. Donc, je dis, et pour laisser la parole aux autres, le délégué général à la Sûreté nationale doit démettre de leurs fonctions tous les responsables, du commissaire de l'adjoint jusqu'au chef de service permanent. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Oui, voilà, il est le maître de l'opportunité. Oui, rapidement. Oui, à la suite de maître, je vais parler justement sur le contrôle des deux avocats ici. Il dit quelque chose d'assez pertinent. Comme quoi, il est aberrant de concevoir que, je vais prendre un cas pour qu'on me comprenne facilement, qu'un maréchal de logis qui est sous la bagatelle tout au moins, d'un adjudant-chef qui est peut-être commandant de brigade, il est impensable que ce commandant demande qu'on libère par exemple un détenu ou un prévenu et que son adjudant refuse. Ça c'est la loi et c'est vrai. Mais c'est ce qu'on observe sur le terrain malheureusement. Il me semble, puisque je parle sous le contrôle des avocats, que par semaine, il est quand même demandé au procureur de faire un tour dans les cellules. Mais si vous y faites un tour, parfois même par curiosité, et vous voyez ce qui s'y passe, ce qui se passe, mais c'est déplorable. On se pose parfois la question de savoir si nous sommes encore dans un état de droit. Le jour que vous aurez la mauvaise, donc la malchance, je vais parler comme au quartier, qu'une fille brune vous porte plainte, vous avez déjà perdu le procès devant l'officier de police judiciaire. Attendez, je suis en train de je vous parle avec une minute. Vous dites une fille comment? Je dis une fille claire de teint. Si une fille claire de teint porte plainte. En quoi elles sont différentes?
je vous dis. Elles sont différentes des autres. Je les abus de fonction et de pouvoir. Oui. Je ne sais pas Les filles brunes en plus si que j'étais les une autres. fille brune, si j'étais une fille, j'allais peut-être comprendre ce qu'elles ont. Peut-être au sortir d'ici, je vais commencer à mener une enquête dessus. Je vous dis, sur une femme claire de teint brune, vous portez plainte, à tort ou à raison, vous êtes mal parti devant l'officier de police judiciaire. J'ai dit, il va vous traumatiser à tous les coups. J'ai dit, je ne sais pas le rapport que ces gens ont avec des filles claires de teint. J'ai dit, un Camerounais me regarde et il peut vous confirmer ce que je vous dis. Or, il est question, tout au moins, je l'ai déjà dit, pour les procureurs de faire des descentes inopinées dans des cellules pour aller voir les conditions inhumaines dans lesquelles les Camerounais vivent. Allez un peu au centre administratif numéro 1 de Yaoundé, allez regarder l'état de la cellule du parquet. Je vous dis, c'est pas pensable, c'est pas vivable. Parfois, quelqu'un est en cellule depuis 12 jours, depuis un mois. On dit que son patron le soupçonne d'avoir volé un sac de ciment. Un mois, il ne faut pas sa famille, on le soupçonne d'avoir volé un sac de ciment. Et à l'enquêteur de lui dire, donne-moi 60 000, je mets quelque chose de vide là, on va te relaxer au parquet. Si tu n'as pas, tu vas rester ici. Est-ce que c'est sérieux? Dans un pays qui se veut quand même être état de droit, il faudrait un certain moment. Et c'est ça qui donne justement le zèle à ces gens qui sont censés nous défendre. Ça leur donne un certain zèle où certains policiers, pas tous, se croient au-dessus non seulement de la loi et de tout. Et je ne sais pas si la loi voudrait déjà que, lors des enquêtes préliminaires, l'avocat soit tout au moins en présence des prétendus coupables. Mais quand vous êtes devant votre enquêteur, les questions sont orientées parce qu'il a ses réponses dans la tête, puisque vous ne pouvez pas sortir de son unité sans laisser quelque chose. Et c'est justement ce genre de comportement qui nous amène à mort aujourd'hui. Voilà, on va terminer avec cette conclusion du rapport d'audit. Cette conclusion, surtout cette dernière phrase qui ne vous met pas d'accord. La Chambre des comptes entend également ouvrir une procédure pour gestion de fait et transmettre au ministère de la Justice 12 dossiers relatifs aux faits susceptibles, voilà le mot qui vous dérange, de revêtir une qualification pénale. Pourquoi ce terme susceptible vous dérange-t-il? Maître Achille Lejo, d'abord. Moi, je l'ai dit tout à l'heure que si je félicitais, si je n'étais pas d'accord sur ce que certains félicitaient la publication de ce rapport, il était quand même de bon ton que l'on dise que c'est un travail abattu qui a été fait. Maintenant, j'ai cette gêne-là, sincèrement, de croire que l'on va arriver à ce niveau de la conclusion et commencer à faire dans ce genre de spéculation. Sincèrement, moi, ça ne marche pas. La Chambre des comptes a fait un travail formidable. OK? OK. Voilà le travail que j'ai fait. Voilà la méthodologie. Et j'aboutis à ce constat. Le constat, c'est que effectivement, et là, il est au mode indicatif, c'est-à-dire la certitude. Pour lui, c'est vrai qu'effectivement, ici, il y a eu détournement. Il y a 12 dossiers. Il doit tout simplement dire, ou alors elle doit tout simplement dire, parlant de la Chambre des comptes, que voilà 12 dossiers soupçonnés de détournement que nous transmettons au acquis de droit. Oui. Disons comme ça là. Au ministère de la Justice. Au ministre de la Justice. Au ministre de la Justice maintenant, qui, n'est-ce pas, est le patron du procureur ou alors de la magistrature debout, de savoir si effectivement ils vont utiliser leur pouvoir d'opportunité des poursuites. On ne dirait pas, voilà 12 dossiers susceptibles. Voilà le mot qui pour moi ne m'arrange pas. Et ça devient politisé. C'est-à-dire les 12 dossiers, ils peuvent dire, ok, on poursuit un, on poursuit deux, on laisse les autres. Alors que le rapport est clair, les 12 dossiers, il y a des soupçons de détournement. Voilà ma position. Okay. Le mot susceptible est politisé. Achille, Yves Abama d'abord, avant Maître... Oui, je ne suis pas d'accord avec Maître Lodjo parce qu'il se comporte comme si la conclusion avait dit, voilà 12 dossiers parmi lesquels vous pouvez prendre un ou deux. C'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça le sens de susceptible. D'accord? Oui. En fait, si vous regardez bien, là c'est peut-être l'enseignant qui parle, l'enseignant de français. Oui. 12 dossiers susceptibles. Vous voyez que susceptible AS. Oui. D'accord? Ça veut dire que tous les dossiers
les 12 dossiers doivent faire l'objet de poursuites. D'accord? Si les choses... Revêtir une qualification pénale. Les 12 doivent revêtir une qualification pénale. Pas doivent. D'accord? Susceptibles. Justement, quand il dit les 12 dossiers sont susceptibles... Ça veut dire que 2 peuvent revêtir la qualification pénale. Non, pas du tout. Le travail que la Chambre de compte a fait sur 10, c'est 0. Maître, pas du tout. Maître, pas du tout. Les 12 dossiers peuvent revêtir une qualification. S'il avait dedans là, vous avez remarqué d'abord qu'il y a 14 dossiers. La Chambre observe bien et sur les 14 dossiers, il y a 2 qui sont mis de côté. Il y a 12 qu'elle présente au ministère public. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, voilà 12 dossiers en béton. Vraiment, nous vous conseillons 2. Maintenant, le ministère public qui a l'opportunité des poursuites va décider de faire ce qu'il aura à faire. Moi, je pense que vraiment ce rapport n'a pas à être critiqué. On a salué sa qualité technique, on a salué sa très bonne méthodologie, on a salué sa clarté, parce qu'il est d'une lisibilité à nul autre pareil. Un enfant de 6e peut vous lire ce rapport et comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que les magistrats de la Chambre des comptes y ont mis beaucoup de pédagogie. Ils ont tout fait pour que... Il y a un peu d'APC là-dedans? Il y a même tout là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que le Camerounais lambda ait accès à ce rapport. Vous donnez ce document à une maman au marché qui sait lire un peu, elle comprend de quoi on parle. D'accord? Donc vraiment, ces 12 dossiers, il n'y a pas de polémique là-dessus. La conclusion est assez claire. Peut-être maître, comme quelqu'un a dit ici, maître est opposant. Bon, il s'oppose pour s'opposer. Mais dans ce cas-là, vraiment, je ne suis pas d'accord qu'il s'oppose pour s'opposer. Parce que... Non, je veux seulement lui lire le paragraphe. Lisez-lui donc la ligne d'en haut. La ligne d'en haut. Et vous allez comprendre que... Et je rappelle que... Laissez qu'il vous donne la lecture de la ligne d'en haut. Voilà, on dit... C'est là aussi en gras par endroit. Oui, conformément à la loi numéro 2018-012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques, elle a décidé, c'est-à-dire la Chambre des comptes, de l'ouverture de 14 procédures pour faute de gestion. A décidé de l'ouverture de 14 procédures pour faute de gestion. Alors, ces gens-là, elle entend également ouvrir une procédure pour faute de... Pour gestion de fait. Voilà, pour gestion de fait. Et transmettre au ministre de la Justice 12 dossiers relatifs aux faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Voilà, qu'est-ce que il veut dire que des 12 dossiers, choisissez pour vous dedans. Non, il n'y a pas d'alternative. S'il vous plaît, vraiment, faites un peu confiance à l'enseignant de français qui vous parle. L'alternative en français, on peut vous dire ni, ou, soit. En plus, vous êtes AP, hein? En plus. Donc, pas ami politique, mais animateur pédagogique. Oui, animateur pédagogique, bien sûr. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur la compréhension de ce passage. La Chambre des comptes ne donne pas la possibilité au ministère de discriminer un dossier ou un autre. Elle ne donne pas cette possibilité. Elle dit au ministère, voici les dossiers, et nous pensons que les cas les plus lourds, ces 12, sont ceux que vous devez poursuivre. Moi, je ne sais pas là où maître voir l'alternative. Il n'y en a pas ici. Oui. Maître Fidèle Djoubissi d'abord, après on va terminer avec Arnaud. Non, je pense que le rapport de la Chambre des comptes est clair. Lorsque vous lisez le contenu, la Chambre des comptes elle-même indique des cas qui ont donné lieu à des détournements. Et des cas qui ont donné lieu à des surfacturations. C'est-à-dire, quand on dit surfacturation, ça veut dire c'est le détournement. Et pourquoi et dans la conclusion, moi je pense que la conclusion du rapport est cohérente. Alors, ce que la Chambre dit d'abord, il y a 14 dossiers qui donnent lieu à faute de gestion. Ça, c'est des dossiers 14 procédures de faute de gestion. Faute de gestion. Oui, faute de gestion, ça veut dire que il y a eu des opérations qui n'ont pas respecté les règles. Les règles de procédure en matière financière. Donc, il y a eu irrégularité. Et que là, il n'y a pas soupçon de détournement. Il y a eu seulement, on n'a pas respecté seulement les formalités pour procéder à une dépense. Et là, c'est une faute de gestion. Et en plus, la Chambre dit, il y a des dossiers, elle va ouvrir certaines procédures pour gestion de fait. Gestion de fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes
qui se sont immiscés dans la gestion et qui n'avaient pas qualité. Oui. C'est ça que ça veut dire gestion de fait. Parce que en matière... Une procédure. Là, c'est une seule. Oui, en matière de gestion, en matière de finances publiques, il y a ce qu'on appelle les ordonnateurs et les comptables. Donc, il y a l'ordonnateur qui donne l'ordre et le comptable qui exécute. Donc, lorsque la Chambre parle de gestion, de fait, ça veut dire que ceux il y en a qui sont immiscés, qui ne sont ni ordonnateurs, ni comptables. Et là, il dit, on va ouvrir des procédures pour gestion de fait. Okay. Et après, il y a 12 dossiers. Les 12 dossiers-là concernent les dossiers où, plus haut, elle a parlé de détournement, de surfacturation et autres fonds dont on n'a pas bien indiqué la destination. Voilà. Et là, la Chambre soupçonne qu'il y a des infractions à qualifier ici. Et la Chambre n'a pas compétence pour qualifier. C'est une question de compétence pour la qualification pénale. Okay. Ici, c'est le ministère public qui a la compétence pour la qualification pénale. Et ici, la Chambre transmet le dossier, et normalement, le dossier doit être transmis au procureur général près du tribunal criminel spécial. Okay. Qui doit procéder à la qualification pénale. Mais la Chambre dit qu'elle a transmis le dossier au ministre de la Justice, et on sous-entend peut-être que le dossier sera transmis au président de la République qui va donner l'autorisation de poursuite. Merci, maître. Pardon, j'ai fait mien des propos de maître sur la question, parce que lorsque vous lisez ces rapports, d'entame, on vous fait état de ce que, ça c'est même au niveau de l'introduction. N'oubliez pas que nous avons agi en urgence parce qu'il y avait la maladie qui a supplié tout le monde. Et qu'avant même qu'on alloue ces 180 milliards, il y a d'abord des mesures qui ont été prises en amont. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir aussi ici, et là, je fais justement bien de ces propos, la NIF, la CONAC, au même titre que la Chambre des comptes, ne sont pas habilités à poursuivre les individus. Il y a la justice qui est là, par le truchement du ministère public. C'est-à-dire, après enquête, après les comptes, elle estime qu'il y a quand même des irrégularités, mettre ce document à la disposition justement du ministère public, qui va maintenant à son tour ouvrir une enquête. Tout de suite, il sera vraiment assez osé de dire qu'un ministre a détourné ses fonds. Attention, quand bien même on va ouvrir l'enquête, ils auront ce qu'on appelle en langage simple un droit de réponse. Ils viendront avec des justificatifs. Beaucoup vous diront justement, voilà telle entreprise qui a par exemple souscrit tel marché. Il s'avérait que cette entreprise n'ait pas justement réalisé ce marché. À partir de là, on verra, est-ce que c'est une faute qu'on doit, n'est-ce pas, coller sur le dos par exemple du ministre qui a accepter que le marché soit soumis, ou alors vers l'entreprise, parce qu'il me semble aussi que pour la plupart des cas, c'est une entreprise, et vous l'avez bien fait, vous avez bien fait de le marteler, que ce sont des entreprises par exemple fictives, qui n'ont jamais existé, ainsi de suite. Donc c'est à partir de là. Donc le mot susceptible a toute sa place. Pourquoi? Parce que la Chambre de compte a bel et bien fait son rapport, a fait son travail, mais maintenant à la disposition de la justice, ne conclut pas. Parce que susceptible veut dire peut-être, si je me comprends, susceptible veut dire il semblerait, pourrait. Et ça confirme ce qu'on appelle les soupçons. Et dans cette logique-là, le mot a toute sa place. Merci. Je peux également revenir à ce que je dis. Très rapidement, je voudrais ajouter 30 secondes. Je voudrais ajouter que la Chambre parle de vice de faute de gestion. Et lorsqu'elle va examiner les procédures de faute de gestion, elle va faire quoi? Elle va procéder à ce qu'on appelle la mise en débat. La mise en débat des fonctionnaires qui sont rendus coupables de faute de gestion. Et lorsqu'il y a mise en débat, ces fonctionnaires-là pourraient être obligés de rembourser ce qu'ils ont dépensé de façon irrégulière. Ça, c'est pas la pomme de discorde. Merci. Bon. Maître Achille Lodjo, on va revenir. Dans tous les cas. Voilà, merci Maître Achille Lodjo, merci Arnaud. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci à vous, surtout pour l'invitation, et merci surtout à tout le soutien de ceux qui nous suivent actuellement. Voilà, merci Yves. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion une fois de plus de représenter le grand parti aux 4 millions de militants encartés sur votre plateau.
Ok, merci à vous, Fidèle Djoubissi. Merci, ces gens-là. Il s'agit là de la fraude que prépare le RDPC en collusion avec l'ECAP, qui annonce 7 millions d'inscrits et 4 millions d'électeurs pour le RDPC. Mais le président national du MRSA a annoncé que nous n'accepterons plus les fraudes et appelle le peuple camerounais à être vigilant. On vous a compris. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui n'en soit. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bamenjou.